connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Chaque semaine, un rendez-vous, le point littéraire, mardi. 21h, 22h. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. En 60 minutes, un livre est mis en lumière à l'effet de décrypter son contenu, en compagnie de l'auteur ainsi qu'un critique littéraire, expert ou simple lecteur. Le point littéraire, c'est avec plusieurs rubriques qui passent en revue l'histoire de la littérature et les classiques littéraires. Le point littéraire, c'est à suivre tous les mardis 21h, 22h. Une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Maurice Diogo est né au Cameroun en 1960. Il est titulaire d'un baccalauréat série C. Il est entré à l'ENSEC de Douala, où il a obtenu le diplôme des professeurs des lycées d'enseignement technique en électrotechnique. C'était en 1987. Il est aussi titulaire de 2 masters, l'un en ingénierie de formation et l'autre en conception web et communication. Il est actuellement inspecteur pédagogique régional de l'électrotechnique du littoral. Il a géré avec les autres professeurs réunis l'Institut supérieur professeurs réunis, une institution privée de formation en BTS, en licence professionnelle, en master professionnel, sous la tutelle de l'Université de Douala, où il enseigne. Eh bien, messieurs et dames, merci d'accueillir l'invité du soir. Vivre ensemble. Partager les parcelles d'authenticité que détient chaque peuple pour réécrire notre histoire caricaturée par les politiques et les urnes. Vivre ensemble. Sur cette terre unique qui est notre pyramide devenue triangle, sainte trinité au nom de paix, travail, patrie dont nous, citoyens, sommes les braves apôtres. Vivre ensemble. Parce que la paix est lointaine lorsque prospèrent les peines de nos ancêtres martyrs qui hurlent à nos consciences. Avons-nous été sacrifiés en vain en entendant les pleurs étouffés de Bamenda? Vivre ensemble. Parce que véritablement unis, nous ne sommes ni bétail ni crevettes, mais lions souverains. Alors qu'en portion, nous ne serons que le dessert du festin cannibale des puissances qui s'abreuvent du sang de l'Afrique. Vivre ensemble. Parce que c'est à nous de donner le coup de grâce au complot contre la nation. Et nous n'avons pas d'autre option que la solidarité et l'harmonie de nos forces afin de faire de notre pays le paradis que nous cherchons sur les terres du colon. Vivre ensemble. Se regarder les yeux dans les yeux et se dire nos 4 vérités et en rire autour de l'arbre à palabres. Et, à la lumière de la sagesse, accepter nos différences pour célébrer notre beauté commune. Vivre ensemble. Parce que nos étoiles tombées du drapeau vert, rouge, jaune se nomment Eto, Mila, Mister Léo, Bona, Carespozo, Boma, les têtes brûlées. Et leur victoire sous les feux des projecteurs du monde caresse la fierté de chacun d'entre nous. Vivre ensemble. Parce que nous sommes riches de pouvoir apprendre de l'autre, tout en lui apportant un peu de ce que l'on est. Accueillons à présent l'invité du soir. Lui, c'est Maurice Diogo. Il est avec nous depuis un moment. Il ne reste plus qu'à dire bonsoir Maurice Diogo. Merci d'être venu à la radio nous rendre visite et nous parler de votre livre. Merci Jean-Jacques, c'est moi qui devais vous remercier. Ça fait quand même près de 2 mois qu'on devait faire l'émission. Bon, la rentrée scolaire, parce que je suis en même temps expert en approche par les compétences. La rentrée comme ceci, on anime beaucoup de séminaires
Et cette année, j'ai presque fait 4 ou 5 séminaires dans la zone de l'Ouest. Oui. Bon, ça a pris le temps, ce que ça peut prendre. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui au studio pour parler de changer le Cameroun par la philosophie du tribalisme à l'émergence. Vous l'avez dit, cela fait pratiquement 2 mois qu'on essaye de vous avoir sur ce plateau, très occupé. Mais aujourd'hui, vous allez véritablement aborder la question qu'évoque votre livre, changer le Cameroun par la philosophie du tribalisme à l'émergence. Combien de temps cela peut prendre pour avoir un livre comme celui-ci? C'est près de ça. Les premiers articles ont été publiés en 2011 au lancement de l'approche par les compétents au ministère de l'enseignement secondaire. Donc parallèlement en travaillant en électrotechnique, je me suis aussi occupé de ce qu'on appelle l'approche par la compétence, les situations problèmes. Bon, il faut avouer que le livre était déjà prêt en 2013. Bon, il fallait vaincre certains pesanteurs, avoir un éditeur, les gens qui acceptent. Parce que quand j'ai beaucoup discuté avec l'éditeur, quand je parle des situations problèmes, il a préféré mettre essai. Alors que le livre, vraiment, il y a une différence à un essai et une situation problème. Voilà. Parce que dans des essais, vous analysez ce que les gens disent, alors que dans une situation problème, vous liez les concepts à des situations de vie. Tout à fait. Et s'il fallait dire de quoi parle le livre précisément? S'il fallait écrire le livre, peut-être le titre devait être Philosophie et savoir vivre ensemble, pour aller en phase avec la journée de philosophie et le thème que la communauté internationale nationale nous a proposé pour débattre. Vous comprenez que le livre est d'actualité. On l'a publié en décembre. Et on se rend compte que pendant ces élections, le vivre ensemble s'est encore fragilisé. Lorsqu'on ajoute tout ce qui se passe dans la zone anglophone, on se dit que vraiment le tribalisme est une situation problème au Cameroun qu'il faut regarder. Oui. Et donc, dans le livre, en 222 pages, si on entre, qu'est-ce qu'on va y trouver? Il faut d'abord demander comment un électrotechnicien peut réussir à créer un livre comme celui-là. C'est vrai que justement sur la question, on allait arriver à un certain moment parce qu'on s'est bien posé la question, comment est-ce que vous faites pour vous retrouver à l'écriture de ce livre qui est, vous l'avez dit, dans le contexte ou alors à mettre dans le registre de la philosophie d'intégration. Comment est-ce qu'on a un baccalauréat si on est finalement diplômé de l'ENSEC, mais on réussit à se retrouver dans ce domaine? Il faut comprendre qu'au ministère des enseignements secondaires, nous sommes en train de changer les paradigmes d'éducation. Donc tout le cours doit avoir un ancrage dans la vie de l'enseignant, des apprenants. Il faut que quand un professeur donne le cours, il faut qu'il réussisse à dire à l'enfant à quoi sert le cours dans la vie. On appelle ça l'approche par les compétences. Vous voyez? Généralement, dans cette approche, nous avons plusieurs façons d'y entrer. Une autre façon consiste à parler de situations problèmes. C'est-à-dire quand vous avez une situation dans votre environnement, il faut pouvoir aller chercher des notes de cours qui vous permettent d'analyser. Parce que finalement, on se rend compte que tout ce qui est social, tout ce qui est pratique, tout ce qui est dans les humanités, ont toujours un ancrage avec un concept théorique. Philosophique, si c'est les humanités, ou mathématiques, quand il y a les nombres. Oui. Cela veut dire que lorsque tout le monde constate que le tribalisme est un problème au Cameroun, des communautés qui vivent ensemble, des communautés qui ont vécu ensemble, des communautés qui sont contraintes de vivre ensemble et qui ne s'entendent pas, chacune identifiant l'autre par son défaut. Lorsqu'on pose la question de savoir quelle note de cours permet d'analyser ces situations problèmes, naturellement, on tombe au cours de philosophie. Parce que cette façon de définir le tribalisme respecte ce que Jean-Paul Sartre, dans Hugues Clos, appelle le conflit de conscience.
Vous avez déjà pratiquement évoqué de quoi il est question dans le livre, la question du tribalisme. Changer le Cameroun par la philosophie, du tribalisme à l'émergence. Y a-t-il donc un problème de tribalisme finalement au Cameroun? Disons que il n'y a vraiment pas de tribalisme au Cameroun. Parce que anthropologiquement, on ne voit pas pourquoi les entreprises, les communautés camerounaises doivent avoir des difficultés. Mais il y a ce qu'on appelle l'ethnofascisme. Qui serait quoi exactement? L'ethnofascisme, c'est le tribalisme vu des intellectuels. Ce côté de l'ethnologie, c'est un mot du procès Mononzana, que nous revenons beaucoup sur son livre. Bon, de l'autre côté, cette philosophie s'appelle aussi le monofascisme. Le maître à penser s'appelle Sinju Poka. Vous voyez? Bon, et l'État du Cameroun en a utilisé pour animer la vie sociopolitique. Vous voyez, de telle façon que dans ce livre, nous essayons, les matériaux qui nous permettent de construire ces livres tournent autour d'un certain nombre de livres. Le dynamisme américain de Jean-Louis Dormeau, l'ethnofascisme dans la littérature politique camerounaise du professeur Mononzana, et l'idée sociale chez Paul Biya du même auteur, protection des minorités peuples autochtones au Cameroun du professeur James Wang Kabila, libéralisme planifié de Paul Biya aussi, système politique précolonial au Cameroun du professeur Joseph Ronan, le monofascisme du docteur Sinju Poka et les gens de pensée du professeur Maurice Kamto. Mais au-delà de ce que vous dites, il n'y a pas de problème de tribalisme au Cameroun. On a bien vu qu'au cours de ces quelques heures ou alors de ces derniers mois, il y a eu comme une espèce de repli identitaire. Lorsque vous parlez, d'ailleurs, votre livre s'ouvre sur cette question-là. Vous faites la situation actuelle du tribalisme au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas véritablement de tribalisme, il y a juste un repli identitaire dû à la circonstance qui prévaut en ce moment? Il y a une manipulation de masse par les intellectuels. Manipulation de masse par les intellectuels. Qui manipule qui et pour quel dessein? Bon, je pense qu'on peut répondre à la question autrement pour voir où sont les foyers. Il y a plusieurs foyers du tribalisme au Cameroun. À Douala, on parle du conflit autochtone allogène. Il y a le problème Bamileke, cette planification que les Bamileke ne veulent pas. Il y a le dynamisme Bamileke, cette apologie du Bamileke pour agresser les autres. Il y a l'ethnofascisme. L'ethnofascisme, c'est une littérature dont le professeur Mononzana cite dans une conférence, on en reparle. Il y a aussi le syndrome Betty. Qu'est-ce que le syndrome Betty? C'est que finalement au Cameroun, tout le monde souffre. Mais quand vous êtes au nord, dans le Grand Nord, quand on souvent dit le problème c'est le Garda Mayo, c'est-à-dire les sudistes. Vous arrivez au sud, ils vont vous dire, l'anglophone va vous dire, son problème c'est le francophone. Pourquoi il prend les emplois infinis avec ces francophones? Mais quand les enfants, lorsque la zone devient déserte et que tous ces enfants, qu'on disait que le francophone est dangereux, arrivent chez le francophone, ils sont très bien reçus. Et c'est ça quelque chose qui arrive, le syndrome Betty, le syndrome anglophone. C'est ce jour-ci. Parce que dans tous nos... Moi, mon village est frontalier de toutes ces zones-là. Oui. Nous recevons tout le jour ces familles anglophones. Et la façon de les recevoir font que les enfants sont surpris de savoir que le francophone là n'est pas aussi méchant comme on le disait. Ouais. Alors, quand le Bamileke souffre, il pense que c'est le Betty son problème. Mais quand le Betty souffre, il pense qu'il son problème. Puisqu'on t'a déjà dit que c'est le Betty qui vole, celui qui gère mal. Hein? Dès qu'on dit qu'Ababa a volé, Mononzana a volé, sont des Betty. Or, ils sont Betty, dont les Betty sont les voleurs. Même n'importe qui devient, même mon collègue de service, avec qui on n'a rien sur tout le jour, ils viennent aussi les voleurs. Tout à fait. Voilà comment est-ce que c'est manipulé. Bon, maintenant, c'est que l'autre façon de regarder le problème, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de tribalisme au Cameroun, c'est le cours de philo qui est mal enseigné. Vous voyez, dans la propos, nous parlons de tous ces syllogismes inductifs
que les grands professeurs, que ce soit professeur Mononzana, Sinju Pokam, les gens qui doivent, ils enseignent le syllogisme pendant 30 ans dans l'université. Et quand ils sont sur un cas pratique de syllogisme, ils ne voient pas. Dans l'idée sociale chez Paul Biya, il dit que le pouvoir est bêtis. Les autres doivent attendre. Par comment il peut démontrer que le pouvoir est bêtis? Ça dit tout simplement, Biya est au pouvoir, or il est bêtis, et les bêtis sont au pouvoir. Vous allez voir qu'il y a toute une classe de fonctionnaires bêtis qui occupent tous les postes et fait croire que c'est les bêtis. Maintenant, quand vous prenez l'approche statistique, vous prenez tous ces gens-là, vous mettez sur la masse des bêtis, vous voyez qu'ils ne représentent rien. Et le bêtis souffre autant que l'autre. Le problème est général, ce n'est pas une affaire des anglophones, ce n'est pas une affaire des Beti ou des Bamileke. Donc... Oui, parce que dans le dynamisme Bamileke, c'est un livre, c'est la thèse de Jean-Louis Dormeau. J'aimerais demander que ce livre devait être retiré des bibliothèques. Comment peut-on démontrer qu'un peuple est dynamique? Sinon, on dit une KG est dynamique, Fotso est dynamique. Oh, ils sont les Bamileke. Les Bamileke sont dynamiques. C'est-à-dire, mon Jongo, tout l'argent de Fotso, on m'accorde ça. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Pour le cas, dans le deuxième chapitre, vous prenez un cas pratique, Douala et le conflit autochtone halogène. Que se passe-t-il véritablement à Douala? Est-ce que les Douala ont l'impression de ne plus être à leur place dans leur... C'est vrai que le Cameroun appartient à tout le monde, mais est-ce que ils ne se sentent finalement pas à l'étroit? Il y a deux problèmes à Douala. Voilà. Du côté de ce que Mononzana appelle un monofasciste, qui sont contre la planification, la protection des minorités. Je pense que pendant ces élections, quand les gens ont réussi en 1990 pour que la protection des minorités soit dans la Constitution, il faut savoir plutôt à chercher à savoir comment ces situations règlent. Bon, quand les gens disent non, la protection, non, c'est ça le problème. Deuxièmement, la protection des minorités n'est pas une affaire politique, n'est pas une affaire juridique, c'est une affaire statistique. C'est ce que nous enseignons dedans, dans le livre. C'est-à-dire que quand on parle protection des minorités, dans mon cours de statistique, je classe ça dans les écarts. C'est-à-dire quand on dit corriger les écarts, et on ne corrige pas une liste de plus de 30%. Et dès que vous corrigez une liste plus de 30%, ce n'est plus la protection des minorités que vous protégez, c'est la majorité que vous persécutez. Donc, ce qui doit s'arriver à Douala, c'est que personne ne doit empêcher, et c'est dit dans le livre, personne ne doit empêcher à la communauté, les communautés savoir de vivre à Douala en tant que communauté. On doit plutôt savoir se poser la question, comment faire pour que la communauté savoir vivre en Douala en tant que communauté. Vous voyez? Dont la minorité se sent persécutée. Oui. Elle se sent persécutée. Disons qu'elle ne se sent vraiment pas persécutée. Les relents lorsque le dynamisme bamileke, puisque le tribalisme, l'autre façon, c'est le dynamisme bamileke. Vous êtes en face des gens, quand on vous dit à la télé, bon, nous sommes les plus nombreux aux élections. Bon, si c'est ainsi, vous allez voir que au début, vous pensez que vous êtes défavorisé. Mais sur le terrain, ce n'est pas ainsi. Parce que Jean-Jacques Kindi a bien battu Nzonga. Elle doit là devant nous. Avec les voix Bamileke. Vous voyez. Mais cette protection-là est une sécurité. Vous voyez. Et dans ce deuxième chapitre, ce qui choque, c'est que les intellectuels, le professeur Mwanga Kabila, lui, il passe 12 ans pour regarder un problème sur l'angle juridique. Et quand il regarde sur l'angle juridique, on se rend compte que sa définition d'allogène, d'autochtone, n'est pas bonne. Oui. Vous voyez, quand on dit autochtones, il faut les identifier. L'UNESCO qui parle des autochtones a déjà identifié les peuples autochtones au Cameroun. Vous voyez, on ne protège les autochtones, quand c'est les autochtones, on les protège que sur leur culture. Vous voyez. Donc, la deuxième chose, c'est que lorsqu'il fait le juridique, il n'a jamais su que les 30 places que
la loi camerounaise donne au président de la République, effectivement, c'est pour permettre au chef de l'État que si pendant les élections, il y a eu des manquements, il faut que l'État corrige. Et sur ce, quand vous prenez tous les Sénats là, vous avez vu les Pygmées. Les Pygmées sont identifiés comme le peuple autochtone au Cameroun. C'est les grands profs comme le Mwangue qui doivent regarder. La dernière session, il y avait Dinbel et le prof Topo Oyom, deux cousins sénateurs dans comment tu peux faire la segmentation à Douala pour que deux cousins se retrouvent et représentent une communauté. Cela veut dire que en réalité, les outils statistiques permettent de résoudre ce problème. Oui. Voilà. Donc c'est ça. Et dans cette solution, nous arrivons. Deuxièmement, on se rend compte que sur ce chapitre, l'autre cas, c'est les événements entre les Benskiners et les jeunes de Dedo. Vous voyez là, il y a encore eu un mauvais syllogisme. Et c'est là que nous enseignons, nous attirons l'attention des professeurs de philo sur ce syllogisme qui tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune gars, Mouni, est mort. Les gens soupçonnent qu'on a vu deux Benskiners l'amener et rentrer d'une boîte de nuit. Oui. Après, on l'a trouvé mort. On en est conclu que les Benskiners sont les agresseurs. On a bloqué Douala pendant 2 semaines pour prévoir que c'était pas normal. Il y avait une mauvaise appréhension. Puisque Jack Answer on the beat. Merci à Roméo Tchadjou qui écoute la radio en ce moment. Il y a également Mingo Flas. Merci de nous regarder via Facebook. Donc finalement, professeur, on a bien l'impression qu'il y a un problème Bamileke. Le problème Bamileke qui ne se pose pas seulement à Douala. Parce que même dans le sud, en ce temps, ici à Yaoundé, on a écouté à travers les réseaux sociaux des débats comme quoi il fallait aujourd'hui que les Bamileke rentrent chez eux. C'est vrai qu'il faut évoquer la question. Ça peut paraître comme étant un sujet à ne pas toucher, mais aujourd'hui on en parle. Le problème Bamileke, vous abordez ça au chapitre 3. Est-ce qu'il y a réellement au Cameroun un problème Bamileke? Est-ce que c'est la victime ou finalement le bourreau des autres communautés? Disons que pour le problème se regarde de 2 façons. Oui. Le Bamileke souffre aussi dans les chocs des communautés. Parce que pendant les émeutes, pendant le conflit des Benskiners et des jeunes de Dedo, effectivement, on a vu aussi des élites, Albin Zonga, l'honorable Nietzsche, le projet Jean-Mwangue Kabila, parler des autochtones, des allogènes, alors que dit déjà que un Benskiner, quand Moni est mort, on se sent un Benskiner et conclut que c'est les Benskiners qui sont les agresseurs est une faute logique. Oui. Ouais, non. Cette faute se retrouve à Ebolova en 92. On n'a jamais dit que les Bamileke de Bolova n'ont pas voté bien. Oui. On a dit que les Niat ont pris de l'argent au président Biya. Ils sont allés faire campagne et Biya a eu 5% à l'ouest. Donc les Bamileke n'aiment pas bien. Vous avez voté à DPC parce que votre cousin n'a pas voté. Vous payez le frais de ce que votre cousin n'a pas fait. Toujours à Ebolova, la communauté Bamoun a eu ces problèmes. On a tué un boulot, on a soupçonné un Bamoun. Tout à fait. On a tué un autre boulot, on a soupçonné un Bamoun. Et on a conclu que les Bamoun sont les agresseurs. Et on a identifié les maisons, ils sont allés commencer à les casser. Vous voyez que tous les comités ont ce problème.
Tout à fait. Un Bamoun a tué. Dès qu'un Bamoun a tué une personne, la communauté Bamoun doit payer. C'est toujours ce mauvais syllogisme. Bon, maintenant, le problème Bamileke particulièrement se pose sur cette planification. Vous voyez que le Bamileke ne trouve pas bien. Dans le problème Bamileke, nous avons analysé les quotas tribales, les statistiques à l'université catholique. Vous savez qu'on a un jour dit qu'il y avait trop de Bamileke à l'université catholique. Il y avait un prêtre qui était Bamileke, c'est bon. Quand nous avons pris les états statistiques, on s'est rendu compte qu'il y avait 55% de Bamileke dans cette zone. Et sur ces 55%, une répartition gaussienne dit que dans ça, une même communauté peut avoir jusqu'à 68% sans que la cour ne soit altérée. Bon, maintenant, quand on va au fond, on se rend compte que l'université catholique, la pension c'est 1 million, 1 million 2, 1 million 3. Pour la même formation qu'on fait dans les IPES à 300 000 et dans les formations professionnelles dans l'université à 150 000, dans les UIT à 50 000. Vous voyez que déjà pour aller à l'université catholique, c'est un filtre, le salaire. Le salaire, la pension était un filtre. Oui. Donc vous voyez que l'analyse était biaisée. Bon, en fait, est-ce que c'est l'autre chose, c'est les non-fascistes, c'est que les Bamileke sont aussi contre la planification. En fait, la planification, comme nous le disons, n'est pas une affaire statistique, n'est pas une affaire juridique. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire statistique. On connaît les écarts. Donc, dès que vous touchez une liste plus de 30%, c'est pas bien. Est-ce qu'aujourd'hui, la question d'équilibre régional dans les différents concours, dans le choix de certaines personnalités de la République, est-ce que c'est une solution? La question de l'équilibre régional. C'est mal fait. Comment vous ça savez. Mais si une communauté se plaint, c'est parce que si vous planifiez bien, il y aura le jour où les minorités vont se plaindre. Pourquoi? Si vous prenez la planification simple, vous dites que dans un concours, on veut 100 personnes. Oui. 6000 personnes sont venues. S'il y a eu 60 Bamileke, 600 Bamileke, nous on va les prévoir 60 places. Cela veut dire l'année là, si les doigts là sont venus à 100, et ils ont 11 places, ils passent 11. Le 11e doigt là doit attendre. Bon, qu'est-ce qu'on baise? On vous dit, l'Ouest a quel nombre de places? Vous voyez? On confond l'Ouest avec les Bamileke. L'Ouest, ce n'est pas le Bamileke. On ne sort pas la population par ethnie au Cameroun. On sort par région. Et on applique par ethnie. Voilà où sont baisés. Deuxièmement, quand on ne sort pas première liste, deuxième liste, ça se plaint parce que le professeur Mathia Rigona se plaint que quand on est de l'Ouest, on dit qu'il est intelligent, il est bon. Mais quand on n'est pas de l'Ouest, pourquoi? Parce que quand lui il supporte la planification, et on voit que même c'est pas, des voix comment il a eu sa thèse. Les gens disent que c'est le favoritisme qu'on dit. Alors que si on fait comme Aedjo faisait avant, vous sortez la liste A, la liste B. J'ai suivi un jour le ministre d'Aéro dit aux gens que faites attention, je n'ai jamais été dans la liste B. Moussa Tina disait la même chose. Il faut sortir la liste A, sortir la liste B. Pour que quelqu'un qui n'est pas, qui a régulièrement eu son concours, dit même à son frère que toi tu es dans la liste, c'est toi qu'on a planifié. Mais quand on mélange, c'est comme à la porcherie. Hein. Peut-être pour mieux comprendre la question d'équilibre régional telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans les différents concours administratifs pose problème. Qu'est-ce qu'il faudrait donc faire? Quelle est la meilleure méthode à adopter pour que ça marche, pour que tout le monde puisse se retrouver et se sentir tout à fait à l'aise? On approche par les compétences, c'est où se trouvent les notes de cours qui permettent de bien faire la planification. Oui. C'est en statistique. Corriger les écarts. Vous faites un concours, les NAM, il y a la liste A. Après, il y a une liste B. Si c'est 100 personnes, vous pouvez décider, le maximum c'est 30.
Si tout le monde vient du Grand Nord, par exemple, on valide l'ensemble? Voilà, lorsque tout le monde vient du Grand Nord sur la première liste, on valide. Et on va aller les 30%. Alors, c'est la différence que quoi? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? L'État lui-même, et c'est dit dans la conclusion de mon livre, l'État lui-même dit à ses enfants que les enfants bamiliques sont les plus intelligents pour justifier une planification mal ficelée. On a 10 ans, quand, au lieu de dire aux autres enfants, mais allez tricher pour voir comment les gars là font pour passer le concours. Vous dites que non, ils sont intelligents. Bon, les autres dorment parce que il y a la planification. Si vous commencez à sortir la liste A, la liste B, en 10 ans, cet état sera corrigé. Parce que l'un des handicaps du gouvernement, c'est qu'en 36 ans, ces cas-là restent. Pendant cette campagne, on a vu qu'il y a une université. Dans les écoles à l'étranger, il y a encore des communautés qui raflent 99% en 36 ans. Ça veut dire que si, alors que nous, on sait en statistique que la loi binomiale, tous les épreuves répétitives, quand elles ne sont pas normales, se corrigent d'eux-mêmes. Quand vous répétez la même chose, n est supérieur à 10. C'est-à-dire qu'en 10 ans, normalement, on devrait corriger ces écarts. Tout à fait. Alors, je rappelle aux auditeurs qui nous écoutent en ce moment sur 88.4 qu'ils écoutent le point littéraire « Changer le Cameroun par la philosophie, du tribalisme à l'émergence ». C'est le titre de l'ouvrage de Maurice Diongo, qui est bien évidemment avec nous. Je propose qu'on marque un autre arrêt, cette fois-ci pour les classiques littéraires, et on revient pour parler de la question de la rotation du pouvoir. Est-ce une solution pour harmoniser les différentes communautés au pays? Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. Comme tous les mardis, Hassan Salissou nous présente un trait connu de la littérature. Kanan Yan est un étudiant africain qui, après avoir passé quelque temps aux États-Unis, se retrouve à Paris pour poursuivre ses études. Sans qu'on sache trop pourquoi, l'existence le prend à la gorge. Il ressent soudain un profond malaise existentiel qui le pousse à quitter sa copine et la faculté. Cet étrange désespoir l'entraîne vers un monde où tout semble répugnant. Sa déchéance physique et morale le mène au bord du suicide. C'est cette descente aux enfers suivie d'une résurrection que Kanan décrit ici dans un texte provoquant et violent à l'écriture incandescente, au langage audacieux, aux antipodes du politiquement correct. Chêne, titre de l'œuvre qui retient notre attention ce mardi, entraîne hors des sentiers battus dans un univers qui reflète une réalité dérangeante qu'on préfère souvent ignorer. C'est là le témoignage de Saïdou Bokoum, l'auteur, sur son parcours, celui d'un déraciné qui, comme tant d'autres, doit lutter pour sauver sa peau. Ce livre puissant, tant par son écriture que par son sujet, a été initialement publié au Seuil en 1974 aux éditions des Noël, un titre qui réapparaît aux éditions de Nouvelle Attila dans une version totalement remaniée par l'auteur. Les mots pour te le dire sont doux, pas durs. Et l'audace pour te conquérir ne manque sans doute pas d'air. Par mes textes, de chacun de tes sourires, je ferai des disques d'or. Car elles ne me disent que dalle, ces avalanches de gloire si tu n'es pas la reine à mes côtés. Celle qui sera là pour m'écouter, ma côte de gauche, ma quota, celle qui sera le coca quand je ferai le whisky. Mon club fan de filles d'un soir serait-il à présent un club fané? Tout cœur qui te touche reste collé et désormais ne peut plus confondre. On ne sert pas du caviar dans un panier.
Justement, donnez-moi un panier, car avec celle-là, je n'arrête pas de franchir tous les paliers. Ton amour me donne du zèle, et je sens qu'il me portera jusqu'au ciel. Mais où est donc ce panier? Car pour toi, j'irai conquérir toutes les plus belles étoiles et les déposerai à tes pieds. Avant toi, mon cœur habitait sur le sol. Tu es arrivé tel un trépied. On m'a dit que le bonheur, c'est être avec quelqu'un qui ait envie que tu sois là, aussitôt que tu t'absentes. Et toi, toujours enceinte de cette envie de moi, cet amour illimité que je sens sévir, car elle s'avère souvent sans saveur. Chacune des secondes que je passe sans toi, franchement, c'est trop sévère. Dans ma tête, quand tu n'es pas là. Tu sais, même si on s'appelait pendant les 24 heures de la journée, je trouverais quand même le temps de sentir que tu me manques, toi ma dulcinée. Je roule pour toi, et tu as le rôle, toujours du meilleur copilote pour moi. De loin, ta réserve ferait croire que tu parles. Maurice Djongo avec nous sur la plateforme Facebook de la radio Royal FM Espace Cameroun. Vous pouvez simplement nous regarder et écouter si vous êtes à Yaoundé sur 428.4. Nous abordons les différentes facettes de votre livre « Changer le Cameroun par la philosophie du tribalisme à l'émergence ». Vous nous rappelez, le livre est sorti bel et bien en 2018, il y a quelques jours quand même. Décembre 2017. 2017. Ça fait déjà plus bientôt un an. Pour moi, la communication sur les livres a commencé juste presque en octobre. Oui, tout à fait. Alors, si vous abordez une question quand même très sensible, est-ce que vous n'avez pas eu peur de heurter la sensibilité des uns et des autres lorsque vous parlez à ciel ouvert du tribalisme? Non, il faut plutôt demander comment est-ce que on peut éviter de toucher les sensibilités des gens, parce que l'approche par la compétence, c'est ça. Toucher les sensibilités des gens, c'est une situation problème. Oui. Comment on le fait? Là, il faut ramener, tous mes textes sont au niveau d'assumer à la synthèse. Quand on réussit de faire le tour de table, vous voyez, nous on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angles sur lesquels nous avons regardé le tribalisme au Cameroun. Bon, je pense que ce qui va manquer, c'est que bien après, il y a un jeune là qui fait Fauchevé, qui m'a fait à part d'un petit conflit entre le Bamoun et les Bamileke. Les Bamoun reprochant les Bamileke qu'en 2004, lorsque Djomo et Namjoya a été sélectionné comme candidat unique, la communauté Bamileke ne l'a pas supporté. Il y a ça. Bon, on regardera un peu ça. Bon, donc on essaie de faire le tour de table. C'est-à-dire que tout le dossier va à la notion de la synthèse. Donc, vous avez également évoqué la question de la rotation du pouvoir. C'est un chapitre. Est-ce qu'on peut considérer ça comme étant une solution pour que chaque communauté puisse également profiter et bénéficier du pouvoir? C'est vrai, vous avez parlé d'un syllogisme faux. Mais aujourd'hui, on a bien l'impression que cela est entré dans les mentalités. On se dit que après le Grand Nord, il y a eu le Sud et désormais les autres peuples attendent leur tour. Est-ce qu'il est possible d'envisager la rotation du pouvoir comme étant une solution? Voilà, en fait, vous voyez la problématique, c'est du tribalisme à l'émergence. C'est-à-dire que de la médiocrité à l'excellence, si vous voyez, le tribalisme étant une médiocrité et l'émergence une excellence. Donc il faut d'abord gérer la médiocrité, il faut gérer le tribalisme. Et dans ce chapitre 6, nous faisons encore une tâche exceptionnelle dans l'approche par la compétence. On appelle ça le transfert. C'est-à-dire que parce que le tribalisme fonctionne comme un virus, vous voyez, les solutions ne sont pas politiques et juridiques, mais c'est les médecins qui pendant des siècles savent comment on tue un virus par le vaccin, le sérum. Voilà pourquoi nous parlons du vaccin anti-tribal. Ce vaccin anti-tribal, le microbe dans le vaccin, le sérum c'est le microbe de la maladie. Donc on ne peut lutter que par le tribalisme, contre le tribalisme, qu'en faisant le tribalisme. Comment le faire? Le professeur Diomole, le professeur Mononzana, déjà dans l'idée sociale chez Paul Biya,
avait aimé l'idée de cette rotation du pouvoir. Le professeur Joseph Rona en a fait tout un outil de recherche dans son livre Système politique précolonial au Cameroun. Mais en tant qu'expert en approche par les compétences, nous poussons la recherche puisque philosopher pour nous, c'est analyser une situation. Et analyser une situation, c'est de regarder au moins de 3 angles. Et dans ça, dans ce chapitre, nous regardons la rotation du pouvoir sur plusieurs angles, sur 7. Ouais, parce que nous sommes 260 tribus, ethnies, si vous voulez. La question que les gens ont posée sur le livre du professeur Joseph Rona, comment roter? Vous voyez? Oui. Dans cette question, nous avons des solutions en statistique. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup d'éléments il faut les regrouper en classe. Alors nous avons réussi dans l'analyse à regrouper le Cameroun en 3 classes. Si en 1990, parce que la base de données qui permet de dire quel Cameroun, qui veut quoi au Cameroun, si en 1990, vous n'avez pas fait les villes mortes et que vous avez accepté la tripartite, c'est que vous vous reconnaissez au pouvoir. Parce qu'il ne s'agit pas d'être au pouvoir, mais s'identifier au pouvoir. Parce que je ne pense pas que combien de bêtises qu'on dit le pouvoir bêtis là peuvent s'identifier au pouvoir plus que Madame Foni. Mais on dit que le pouvoir est bêtis et les gens pensent que c'est leur pouvoir. Donc c'est psycho-affectif. Vous voyez. Deuxième groupe. Si vous avez fait les villes mortes et que vous avez dénoncé la tripartite, c'est que vous constituez le deuxième groupe. Vous voyez. Vous allez prendre une partie Bassa, de la zone Bassa, presque toute la zone anglophone, tout l'ouest. Maintenant, le Grand Nord, on fait les villes mortes, ont accepté la tripartite. Ils vont souvent en rang dispersé, mais ils écrivent le mémorandum ensemble. Parce que les problèmes du Grand Nord, le relief, le climat, les zones communes. Donc, ils constituent une 3e zone. Donc, aujourd'hui, dans le livre, nous proposons que le pouvoir rote sur les trois groupes ici. Bon, et il y a beaucoup de... Nous allons plus en détail pour montrer que, par exemple, les Bamoun ne peuvent pas demander le pouvoir. Pour eux, ils sont obligés d'être avec l'Ouest. Même s'ils ne s'entendent pas, ils sont obligés de s'entendre parce que pour demander le pouvoir, il faut que votre population dépasse 30%. C'est la loi de Gauss. Et cela ne va pas créer d'autres soucis, d'autres problèmes. Il y aura également des minorités qui seront lésées dans le processus de rotation. On va sur 3 zones. Vous voyez, il faut aller. C'est-à-dire que ce soit le fédéralisme, la décentralisation ou n'importe comment, il faut qu'au niveau national, il y ait une structure. Au niveau des régions, on garde les régions et on crée ce groupe-là. Et les régions restent. Et la préfectorale aussi. C'est-à-dire que dans l'Ouest, lorsque le budget, que ce soit fédération ou décentralisation, arrive à l'Ouest, puisque le NUN doit avoir son budget en remontant. Je pense que c'est même ce qu'on s'est dit à la tripartite et que les fonctionnaires, c'est-à-dire que les camarades, le collègue du président Biya ont refusé de remettre les moyens à ses collègues du parti, à ses camarades, parce que quand on va aller faire la décentralisation, le fédéralisme, le RDP aura toujours la majorité des mairies. Donc c'est eux qui vont gérer ces budgets. Tout à fait. Peut-être aujourd'hui, lorsque vous avez achevé votre travail il y a plusieurs années aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait du résultat? Les commentaires qui vous arrivent, est-ce qu'ils sont de nature à vous encourager à davantage creuser dans ce sens-là? D'abord, j'ai beaucoup de soutien de la communauté, de mes camarades de la philosophie, parce qu'en fait, ce travail peut se regarder à 3 parties. C'est un livre philosophique, c'est un livre sociopolitique, mais c'est un outil pédagogique de l'approche par les compétences. Il s'agit des situations, problèmes qui concernent la philosophie. Tout à fait. Ouais, donc
il y a très bien, le livre est très bien accueilli. Bon, il y a un problème sur lequel on discute. La communauté des philosophes camerounais me reproche d'avoir mis les mathématiques, les statistiques dans un livre de philo. Bon, c'est une évolution. Bon, déjà, je suis ami avec le professeur Mononzana depuis 2011, donc on se suit. Il a eu à jeter un coup d'œil sur votre livre Non, sur les articles. Il connaît tous ces articles-là. Bon, lui, il vient d'écrire un livre. Je pense que si j'ai la chance qu'il ait mis aussi beaucoup d'outils statistiques, des chiffres dans son livre, bon, ça va beaucoup m'enchanter. Parce que pour le moment, il faut un groupe de philosophes camerounais plus proches des sciences qui peut manipuler les chiffres. Parce que le monde est écrit en langage mathématique quand c'est les chiffres, ou philosophique quand c'est les humanités. Donc vous ne pouvez pas vous en passer des statistiques aujourd'hui. Tout à fait. Apparemment, il y a d'autres productions qui sont en préparation dans votre laboratoire. Oui, tellement. Après changer le Cameroun par la philosophie du tribalisme à l'émergence, il faut s'attendre à quel autre ouvrage? L'ouvrage, le deuxième tome, c'est changer le Cameroun par la philosophie, l'approche technoscience. Parce que ici, nous avons mis jusque la loi de l'écart. Mais il y a tout un ensemble de concepts scientifiques que nous allons intégrer en philosophie. Bon, maintenant, la politique aussi, parce que il y a ce qu'on appelle, nous appelons les séquences machiavéliques. Il faudra, nous partons du livre de Machiavel pour montrer comment est-ce que les hommes d'affaires manipulent le peuple. Par exemple, quand vous voyez un journaliste, on prend un journaliste, on met en tôle, quelque temps prend bon, ça c'est, on appelle ça une séquence machiavélique. C'est-à-dire pour empêcher les gens, la presse, de regarder tout ce qui se passe autour du Conseil constitutionnel. Donc il y avait quelque chose, une distraction en fait. Ouais, on les distrait. On appelle ça le renard. On leur trouve un morceau de renard pendant qu'ils sont en train de croquer. Le temps passe et on fait autre chose. On fait autre chose. Qu'est-ce qu'il faut, parce que nous allons bientôt nous séparer, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement retenir de cet ouvrage? Qu'est-ce qui devrait nous amener à aller lire le livre de Maurice Diogo? Qu'est-ce qui est apporté en plus? Ah, qu'est-ce que nous avons apporté en plus? Vous voyez, la philosophie a été toujours cet avion qui n'atterrit pas. Vous voyez, dans ce livre, nous avons contre la philosophie atterri au Cameroun. Au commencement, les gens se sont posé la question, est-ce qu'on peut parler de la philosophie camerounaise? J'ai eu beaucoup de critiques des collègues. Mais au fur et à mesure que les gens sont mis à lire les articles, ils se sont rendus compte que c'est une philosophie qui parlait des problèmes du Cameroun. Ouais. Deuxième chose, le niveau de la philosophie est souvent très élevé. Nous avons réussi à le ramener au niveau de nos élèves de Cap. Vous voyez, donc quand vous lisez, c'est assez simple. Parce que quand on vous parle du conflit de conscience, vous avez un exemple de conflit de conscience. Quand on a sorti de ce livre, que vous ayez fait philo ou pas, il faut savoir que on ne dit pas que le syllogisme d'Aristote, c'est tout homme est mortel. Or, Socrate est un homme dont il est mortel. On part toujours du général au particulier. Du particulier au général. Et tous ceux qui me disent, oh, ces choses-là, il y a le tribalisme en France. Non. C'est comme si on pense que nous n'avons rien contribué. Nous irons jusqu'à dire aux Français que on ne peut pas dire que Ben Laden est arabe. Il est terroriste. Que Ben Laden est terroriste. Oh, c'est un arabe. Donc les arabes sont les terroristes. Nous les interdirons de dire ça. Tout à fait. Peut-être un dernier mot pour sortir, parce que c'est désormais terminé. Une impression, un aspect du livre qu'on n'a pas évoqué, qu'on aurait peut-être dû. Ah, peut-être que, mais comme vous ne connaissez pas beaucoup l'approche par les compétences, on n'a pas beaucoup regardé le livre sous cet angle. L'approche par les compétences. Comment est-ce que on réussit à faire atterrir la philosophie? C'est vrai que c'est un concept nouveau quand même dans la pédagogie camerounaise. Jusqu'aujourd'hui, on continue à faire des ateliers d'imprégnation à des enseignants pour savoir véritablement ce que c'est. Peut-être un mot là-dessus, l'approche par les compétences. De manière simpliste, s'il fallait comprendre de quoi il est question pour le pédagogue ou l'enseignant qui se place devant son élève,
Désormais, on l'apprend partout. C'est parti d'abord du primaire. Désormais, dans le secondaire, on en parle. Bon, je vais vous prendre un exemple. Vous voyez, quand vous voulez enseigner les enfants, vous prenez un cours. Posez-vous toujours la question, à quoi sert ce cours dans l'environnement de l'enfant? Vous voyez, il y a eu le problème du livre SVT. J'en ai fait en tant qu'expert. Parce qu'il faut comprendre que lorsque j'étais inspecteur d'électrotechnique, j'étais professionnel d'APC. Toujours dans les techniques industrielles, j'ai été professionnel d'APC. Depuis que je critique, j'ai sorti le livre de philo en APC et que je regarde d'autres spécialités. Ça, je monte à la synthèse, pourtant je deviens expert. Donc maintenant, en tant qu'autre chose sur ma biographie, c'est que depuis que le livre est sorti, me permet de parler comme expert dans l'approche par la compétence. Alors, regardez par exemple, nous sommes revenus sur ce livre. Et nous avons analysé le livre. Et nous avons dit au professeur de SVT que quand nous étions à l'école, en 6e, notre livre s'appelait « Les plantes à fleurs, les animaux vertébrés d'Afrique ». Quand nous allons en 5e, c'est les plantes sans fleurs et les animaux invertébrés d'Afrique. On ne change pas ça. Mais on pose la question de savoir la fougère, notre premier chapitre en 5e s'appelle la fougère. À quoi sert la fougère dans la vie de l'enfant? Vous allez voir que rien. Mais par contre, l'aloe vera est là. C'est-à-dire que si c'est l'aloe vera qu'on doit enseigner au premier chapitre, on doit dire à l'enfant comment on cultive ses vertus thérapeutiques. Tout à fait. Et sur ça, nous pouvons accrocher un résultat attendu. Vous voyez, vous prenez le moringa, vous enseignez à l'enfant. Si vous lui enseignez ce que c'est que le moringa, c'est sûr que le moringa contient beaucoup de vitamine A. On saura que ce moringa-là peut traiter les yeux. Et si on met les enfants sur ce moringa, le résultat attendu, c'est que nous pouvons diminuer de 40% le budget qu'on dépense, le gouvernement dépense sur l'ophtalmologie. Tout à fait. Vous voyez, non? Tout à fait. Donc, en fait, l'approche par compétence permet de rapprocher l'enseignement des réalités vécues au quotidien. Tout à fait. Merci. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission. Bon, je vous propose de vous réinviter une autre fois pour peut-être parler de cette question de l'approche par les compétences. On comprend bien que le sujet est très complexe. Peut-être qu'il va falloir véritablement s'asseoir pour davantage évoquer la question. Merci Maurice Diongo d'être parti de Douala pour venir nous rendre visite ici à Yaoundé. Sinon, le livre se trouve au librairie Peuple Noir et chez Zico, marché central ici à Yaoundé. Tout à fait. D'accord. En tout cas, on va dire que le prix est abordable pour ceux qui souhaitent, bien évidemment. Merci en tout cas une fois de plus d'avoir fait le déplacement. On imagine bien que vous retournez à Douala ce soir ou demain matin? Demain matin. Demain matin. Bonne route et surtout bonne continuation dans le travail d'écriture. Messieurs et dames, merci d'avoir regardé et écouté le point littéraire, le livre qui était sur la table. Changer le Cameroun par la philosophie, du tribalisme à l'émergence. Maurice Diongo est venu échanger avec nous sur ce livre très couru, très adulé depuis sa sortie. Merci à Romuald Ekoumé qui était à la mise en onde ce soir. Faut dire qu'à la collaboration, il y avait Annie Lisette Ambassa, Hassana Salissou. Coordination centrale, Roger Kiek de Kiki. Supervision générale, Emmanuel Noël Bissaï. Eh bien, présentation, Jean-Jacques Foucault. La rediffusion, c'est tout à l'heure entre 4 et 3 heures du matin. À mardi pour le direct. Bonjour le monde, je vous présente le Cameroun, un pays pas comme les autres situé au cœur de l'Afrique. Ici les hommes sont travailleurs et les femmes sont magnifiques, les arbres poussent sur les montagnes et le climat est fantastique. Voici le Cameroun, un pays cosmopolite, 280 ethnies cohabitent en harmonie. Malgré la famine qui nous tue, les idiots qui nous dirigent, on trouve la force de boire une bière et gagner une coupe d'Afrique. Oui, j'aime le Cameroun, pour lui je donnerai ma vie. C'est pas le cas du président et beaucoup de ses ministres. À voir comment il nous dirige, on pense de suite au Titanic. Malgré
la beauté de la coque, le bateau coule à pic. Mon amour pour mon pays n'est pas un slogan politique. J'ai pas besoin de vous mentir comme un ministre sans honneur. Le problème au Cameroun c'est sûrement sa politique. Le président et ses amis n'ont d'amour que pour le fric. Voici un pays magnifique, dirigé par des voleurs, des menteurs, des sodomites, des vulgaires calculateurs. Voici un pays